Bonsoir. Charles Baudelaire le disait, homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer, ou plutôt les océans, renferment des richesses innombrables, d'où la nécessité pour nous, humains, d'en prendre grand soin. Cette requête de Baudelaire est respectée chaque 8 juin, Journée mondiale des océans. Et pour l'édition 2020 de cette célébration, nous offrons un plateau spécial à nos invités pour mieux en parler. Et nos invités sur ce plateau spécial, ce sont d'abord à ma gauche, le directeur des affaires maritimes, M. Hubert Bakayi. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, madame. Nous avons également Dr Tilabalo Banassim. Il est géomorphologue et gestionnaire des risques de catastrophes naturelles, chercheur à la DRST, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé et l'Université de Kara. Dr Banassim, bonsoir. Bonsoir, madame. Nous avons également un autre enseignant-chercheur de l'Université de Lomé, en la personne de professeur Gabriel Seignac-Betop. Monsieur le professeur, bonsoir. Bonsoir, madame. Et nous avons également le chef service sécurité et environnement à la capitainerie du port autonome de Lomé, et il est également pilote. Monsieur Cedro Messan Edem. Monsieur Cedro, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, cette année, donc, on respecte la tradition du 8 juin, la célébration de la Journée mondiale des océans. Mais monsieur le directeur, dites-nous, pourquoi célébrer une Journée mondiale des océans? Merci, madame la présentatrice. Une Journée mondiale des océans a été une inspiration de l'Assemblée générale des Nations unies, mais c'est une idée qui est partie du sommet de Rio de Janeiro en 1992, qui a vu naître 3 types de conventions, dont la Convention cadre sur les changements climatiques. Donc, à partir de là, et le 5 décembre 2008, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé qu'à partir de l'année suivante, en 2009, le 8 juin de chaque année sera retenu pour la célébration de la Journée mondiale de l'océan. Alors, pour en venir à votre question, pourquoi une journée mondiale? Et cette question, on peut se la poser et trouver sa pertinence parce que aujourd'hui, la mer et les océans constituent un élément très important pour le développement et même l'existence des économies mondiales. Donc, pour exemple, aujourd'hui, les statistiques montrent que 90% des gaz à effet de serre produits par les combustibles fossiles, les destructions des forêts et les activités humaines sont absorbés par les océans. Ce qui voudrait dire que pour l'équilibre climatique, l'océan joue un rôle très important. Et donc, par rapport à cela, vu les désastres que nous connaissons à travers le monde entier, la fonte des glaciers, l'élévation du niveau de la mer et tous les autres désastres, ça fait que, et surtout l'importance de la mer dans les transports maritimes, c'est par cette voie qu'on achemine la plupart des biens et services à travers le monde, les échanges à travers les États. Donc l'océan joue un rôle très important. Et face aux défis des changements climatiques et de la pollution marine, il fallait quand même que l'opinion mondiale soit sensibilisée et que les gouvernants, les populations et les sociétés puissent trouver le moyen de combattre ce phénomène des changements climatiques et afin que l'océan demeure toujours un lieu de développement et de croissance économique. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Cedro, vous pouvez peut-être ajouter pourquoi on a vu l'importance de la mer, mais pourquoi les océans, pourquoi faut-il les célébrer, on va dire? Ok, merci madame. En général, on célèbre la journée mondiale de quelque chose pour attirer l'attention du grand public sur un phénomène, sur une question d'intérêt commun, d'intérêt planétaire. On célèbre la journée mondiale de la femme, journée mondiale des mères pour sensibiliser sur les droits de ces personnes-là. Alors, pour en venir aux océans, l'agenda 17, dans son chapitre relatif à la
protection des mers et des océans estime que le milieu marin, y compris les océans et toutes les mers, constitue un élément essentiel du système permettant la vie sur Terre. C'est une forte affirmation qui révèle l'importance capitale des océans dans la vie de l'humanité. Alors, les océans regorgent un certain nombre de richesses et donc pour attirer l'attention du grand public sur l'importance de ces océans dans la vie de l'humanité, il faut donc célébrer sa journée. Parce qu'il faut aussi noter que les océans nous font du bien, mais l'exploitation que nous faisons sur les océans ne fait pas toujours du bien à la santé des océans. Il y a la pollution marine du fait du développement des activités humaines en mer. Et donc, il faut sensibiliser pour la préservation du milieu marin des océans. D'accord. Alors, M. Sidjo, dites-nous, on célèbre la journée mondiale des océans, vu leur importance dans nos vies, mais dites-nous, quelle importance revêt une telle célébration pour nous, notre pays, le Togo? Ok. D'abord, il faut souligner que le Togo est un pays côtier qui s'ouvre sur l'océan Atlantique. Et bien que le Togo ne dispose que d'environ 54 km de ligne de côte, nous avons une économie qui a une composante fortement maritime. Alors, nous avons des activités en mer. Il y a le port de Lomé qui est un grand port dans la sous-région. Il y a des activités touristiques qui se déroulent tout au long du littoral, la plage. Il y a un certain nombre d'activités et d'emplois qui gravitent autour de l'océan. Alors, c'est le lieu, donc, au cours de cette journée, d'attirer l'attention du public togolais sur l'importance de l'océan dans notre vie et de la nécessité de les préserver, de préserver l'océan qui borde notre côte. D'accord. Alors, monsieur le directeur, célébrer une telle journée, le Togo y gagnera toujours? Absolument, le Togo y gagnera. Et si nous prenons la dimension politique de cette problématique, nous savons que par rapport au plan national de développement du Togo, l'axe numéro 1 est dédié à faire du Togo un centre d'affaires de très grande importance. Donc par rapport à l'axe numéro 1, cette problématique est d'une très grande importance. Donc cet axe numéro 1, pour le développer, nous avons les transports maritimes qui figurent en pôle position. Et donc le transport maritime se fait par la voie de la mer. Et pour que ce transport maritime puisse contribuer à faire du Togo un hub logistique, il va falloir que toutes les activités autour du transport maritime respectent certaines normes et certains standards liés à la durabilité. Et donc, aujourd'hui, lorsque nous regardons la mer, notre côte, nous sommes malheureusement déçus à cause du comportement des riverains, à cause de ce que nous observons comme étant des activités qui rendent le milieu marin non conforme ou non conforme aux standards. Le milieu marin qui expose ces activités qui exposent donc les ressources marines à des consommations de produits qui ne sont pas bien pour la santé humaine. Donc par rapport à cela, cette problématique, lorsque nous la développons à l'occasion de la Journée des océans, il s'agit pour nous de sensibiliser, de parler au grand public afin d'agir sur leurs habitudes et qu'ils puissent mettre l'océan et la mer dans leur quotidien, dans une bonne position, dans leurs activités, afin de pouvoir contribuer donc à la santé et à la vie. Donc cela appuie obligatoirement les activités économiques qui sont menées dans la zone et donc appuie donc les efforts du gouvernement à faire du port autonome de Lomé et donc un lieu de développement d'activités et à faire de ce PND une réalité. Alors, monsieur le directeur, disons que chaque année, pour la célébration de cette journée, un thème est retenu. Et pour celle de 2020,
le thème retenu est innovation pour un océan durable. Bon, qu'entend-on par ce thème? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Oui, comme je le disais, c'est un thème proposé par les Nations Unies, donc, sur lequel s'alignent tous les États membres, dont le Togo. Donc, lorsqu'on prend l'innovation pour un océan durable, nous avons la notion de durabilité, c'est-à-dire comment extraire ou bien jouir des potentiels des océans de sorte à les préserver pour les générations futures. Donc, voilà ce qu'il faut entendre par ce thème. Et donc, s'il faut vivre ou bien jouir du potentiel océanique et les préserver pour les générations futures, il faut utiliser des technologies innovées et innovantes. Et ces technologies marquent l'évolution dans le développement technologique. C'est-à-dire que cette innovation est à comparer par rapport à la technologie ancienne des années 1900 qui ne respectait pas forcément les questions de durabilité. Et donc aujourd'hui, lorsque nous devons parler de l'innovation pour un océan durable, il faut choisir par exemple des questions comme la biotechnologie. La biotechnologie, lorsqu'elle est utilisée de façon convenable, doit pouvoir par exemple contribuer à une aquaculture durable, par exemple. Ça doit aussi contribuer à un environnement qui permette à un environnement biotechnologique, n'est-ce pas? Et donc éviter que les substances chimiques, les processus chimiques puissent polluer l'environnement et porter atteinte à la qualité des ressources marines. Donc, en termes d'innovation également, nous avons, quand on prend les questions hydrographiques, nous savons que ces questions hydrographiques, lorsque les recherches sont bien menées, s'appliquent à plusieurs secteurs d'activité. Le secteur des transports, par exemple, le secteur de la pêche, le secteur, les limites marines, parce que pour pouvoir déterminer les limites marines, il faut faire des recherches, avoir des connaissances hydrographiques et aller plus loin dans la recherche. Donc, quand on prend l'hydrographie, cela s'applique donc à toutes ces activités qui constituent donc des aspects d'innovation. Donc, voilà un peu ce qu'il faut entendre. Il s'agit d'utiliser les technologies de sorte à contribuer à rendre assez durable la jouissance, n'est-ce pas, des ressources marines. Voilà ce qu'il faut entendre de ce thème. Le thème de cette année. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Alors, professeur Signac Victor, vous êtes enseignant-chercheur. Alors, qu'est-ce que cela vous évoque quand on insère ou bien on intègre l'innovation dans la préservation des océans? Vous, qu'est-ce que vous entendez par ce thème-là? Merci, madame. Tout d'abord, merci de m'avoir permis de participer à cette émission. Le thème de la journée est tiré même du document stratégique ou de la stratégie des Nations Unies, qui est la décennie pour l'océan, c'est-à-dire 2020-2030. La décennie de l'océan pour un développement durable. Et cette décennie est prévue pour être basée essentiellement pour le développement des sciences qui étudient l'océan. C'est-à-dire que les recherches scientifiques doivent fournir des outils pour permettre de mieux comprendre l'océan, de mieux comprendre l'océan, sa fonctionnalité et comment réduire les menaces ou les impacts actuels que nous sommes en train d'observer en milieu marin tel que les prédécesseurs l'ont dit. Donc, l'objectif, ou bien de façon simple, ce qui est dit, c'est de quitter l'océan que nous avons aujourd'hui pour aller vers l'océan que nous avons besoin. C'est-à-dire, si on voit tous les impacts, toutes les menaces sur la fonctionnalité des écosystèmes marins et côtiers, l'objectif, c'est que d'ici 2030, c'est de quitter l'océan que nous avons aujourd'hui pour aller vers l'océan que nous avons besoin. C'est que cet océan doit être productif et fournir des biens, des services
pour la vie humaine, puisque avant tout, il faut noter que notre planète Terre est une planète bleue, puisque c'est constitué à 70% des océans. En fait, la vie sur Terre, ce n'est pas une vie, mais en fait, c'est le bleu de la mer. Donc, il est très essentiel, compte tenu des capacités que nous avons aujourd'hui, de développer davantage d'outils pour permettre à l'espèce, ou bien à l'humanité, j'allais dire espèce humaine, mais à l'humanité de disposer des moyens pour mieux comprendre l'océan et chercher des solutions pour que cet océan puisse répondre aux besoins que nous avons. Oui. Alors, le thème de cette journée est fondé, on a compris, sur la recherche scientifique et la technologie marine, et ce qui interpelle donc directement la communauté universitaire et notamment les enseignants-chercheurs. Alors, docteur Banassim, je viens à vous. Dites-nous, selon vous, comment le monde universitaire pourrait contribuer à l'innovation pour avoir un océan durable. Encore une fois, merci madame. Et je profite de ce plateau pour dire bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, le thème de cette journée est bien innovation pour un océan durable. Cela est un objectif à atteindre. Et pour atteindre cet objectif, il est question de savoir concrètement qu'est-ce que les universités peuvent apporter. Le rôle que doivent jouer les chercheurs et enseignants-chercheurs est capital. Le monde universitaire peut contribuer à la durabilité de l'océan, d'abord par des recherches scientifiques et technologiques. Et sur ce plan, nous avons déjà un capital intellectuel. On a déjà des enseignants-chercheurs et des chercheurs qui déjà travaillent sur des questions marines. Nous avons des physiciens, des chimistes, des biologistes, des hydrologues, des géographes et particulièrement des géomorphologues, des climatologues, des cartographes et des géomaticiens. Ça veut dire que le potentiel intellectuel est là. L'université dispose donc des enseignants-chercheurs dans ce domaine, dans le domaine de la recherche marine. Mais la question est de savoir, ces recherches-là doivent porter sur quoi? Elles doivent porter d'abord sur le droit de la mer. Il faudrait que le monde universitaire puisse faire connaître davantage le droit de la mer. Quand nous parlons de droit de la mer, c'est l'ensemble des principes et des règles établis lors de la convention de Montego Bay en Jamaïque en 1982 et qui réorganise la gestion des ressources marines. Donc ça veut dire que les recherches doivent, comme je l'ai dit, porter sur cet aspect du droit de la mer. Mais aussi, les recherches doivent aller loin, proposer des techniques innovantes en matière de lutte contre l'érosion côtière, des techniques nouvelles qui permettent de lutter contre les pollutions marines. Et je rappelle ici que les pollutions marines, elles sont d'origine chimique et biologique. Et 80% de ces pollutions proviennent des continents. Et elles atterrissent dans le milieu marin par voie fluviale ou par le biais de l'atmosphère. Donc les recherches doivent porter sur cet aspect de comment lutter contre les pollutions marines. Il faut aussi aller loin. Les recherches doivent proposer des techniques innovantes dans le sens de la protection de la biodiversité marine. Il faut voir cette biodiversité marine qui est menacée aujourd'hui, avec la surpêche, la surexploitation. Comment faire pour préserver, pour protéger au mieux cette biodiversité qui constitue un potentiel économique important?
Alors, les recherches peuvent aussi porter sur des techniques qui permettent de modéliser les océans, afin de pouvoir établir des liens entre l'océan et l'atmosphère et pouvoir prévenir les risques météo marins. Voilà quelques-uns des aspects sur lesquels devraient porter les recherches. Mieux, c'est sur ces aspects que devait se pencher le monde universitaire pour contribuer à faire de l'océan un écosystème durable. Merci. Le second aspect, je n'en ai pas fini, madame. Oui, docteur. En dehors des recherches, il faut former les étudiants dans des branches telles que l'océanologie, l'océanographie, la météorologie marine. C'est très important. Et aujourd'hui, il y a certaines écoles, certains départements à l'université de Lomé qui déjà forment les étudiants sur ces aspects, tels que le département de géographie. Alors, dans le cadre de l'océanologie opérationnelle, il faut former les étudiants sur les systèmes d'observation opérationnels qui permettent de construire des modèles océaniques ou des modèles couple océan-atmosphère afin de disposer d'une capacité qui permette de prévoir les cycles apériodiques qui se produisent afin de pouvoir comprendre les risques météo marins et expliquer la variabilité climatique. Donc, pour me résumer, madame, par les recherches et la formation continue des étudiants, eh bien, le monde universitaire peut valablement jouer son rôle en contribuant à innover pour la durabilité de l'écosystème marin et maritime. D'accord. Merci beaucoup, docteur Banassim, pour ces explications. Nous avons une idée de l'apport des enseignants-chercheurs, disons, dans la préservation des océans. Alors, professeur Seignac Betor, nous avons écouté docteur Banassim nous dire, disons le potentiel humain du monde universitaire. Mais dites-nous, pour pouvoir parvenir à faire tout cela et à aider nos océans, il faut également du matériel. Est-ce que, disons, que nos universités disposent assez de moyens matériels pour vous permettre à vous, enseignants-chercheurs, d'abonder dans ce sens et aider les océans? Oui, merci madame. Je suis très enthousiasmé par les interventions de mon collègue qui a effectivement relevé les thématiques et les domaines que la science et la formation à l'université de Lomé peut apporter en termes de contribution pour qu'il y ait un océan ou un écosystème marin et côtier durable. Le problème fondamental du milieu océanique ou des écosystèmes marins et côtiers, c'est le problème fondamental, c'est les moyens d'accès. Parce que c'est plus simple de mener une recherche sur un milieu continental, mais d'abord pour aller en mer, ce n'est pas tout le monde qui a envie d'aller en mer. Donc, le problème auquel, je ne dirais pas l'université de Lomé, mais l'ensemble des universités en Afrique de l'Ouest que nous avons, c'est le moyen d'accès au milieu marin. Parce que le potentiel marin en Afrique de l'Ouest, sans mentir, on connaît très peu. Même nos ressources, c'est maintenant qu'on commence par travailler un peu sur les ressources, à la fois les ressources biologiques comme les ressources du sous-sol. Il y a du potentiel en milieu marin, mais c'est fondamentalement le moyen d'accès au milieu marin qui pose problème. Et il faut aussi des événements de ce genre pour sensibiliser davantage les étudiants, les élèves, pour qu'ils s'intéressent davantage au milieu marin. Avant même l'émission, j'ai échangé avec mon collègue Cédro pour voir est-ce qu'il peut y avoir une coopération entre les universités
et la marine pour pouvoir... Voilà, pour vous permettre... Exactement. Pour pouvoir avoir accès, parce que pratiquement dans tous les pays, il n'y a que la marine qui a les moyens d'aller en mer. Je ne vois pas aucun pays en Afrique de l'Ouest qui dispose de bateaux scientifiques. Donc, le bateau scientifique, c'est un matériel qui coûte très cher et qui, éventuellement, dont nos États n'ont pas les moyens de sa fonctionnalité, de son opérationnalité. Donc, ça doit être peut-être une contribution régionale pour qu'il y ait un bateau scientifique pour permettre de travailler ou bien de mener des recherches scientifiques en mer. Donc, le premier c'est le moyen, et puis le deuxième, c'est de susciter cet engouement au sein des collègues universitaires, aussi des étudiants. Je pense qu'il y a déjà des initiatives qui sont déjà faites avec la mise en place de I2M à l'Université de Lomé sous l'initiative des partenaires. Il y a le directeur des affaires maritimes qui ont contribué énormément à la mise en place de cette institution. Il y a la réflexion actuellement pour qu'il y ait un centre de recherche sur le milieu marin au Togo. Donc voilà, ce sont d'abord des structures qu'il faut mettre en place et après on va voir quels sont les moyens qui vont accompagner ces structures pour qu'ils soient beaucoup plus opérationnels. Donc le fait déjà de poser la base de la mise en place des institutions est déjà un pas que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et j'espère que plus tard, on va voir comment ces institutions peuvent être opérationnelles. Et là, on va voir s'il faut mettre les moyens ou bien développer des partenaires avec les collègues de la marine pour faciliter l'accès au milieu marin. D'accord, merci beaucoup, professeur. Docteur Banassim, professeur Seignac Bitor vient d'énumérer un peu, disons, les autres moyens à mettre en œuvre pour vous faciliter la tâche, pour parvenir à cet idéal et à préserver l'écosystème marin. Mais est-ce que selon vous, il existerait peut-être, disons, d'autres dispositions à mettre en place pour y parvenir? Oui. Je vais enrichir un peu ou apporter un ou deux éléments par rapport à ce que vient de dire mon collègue. Il a parfaitement déniché le problème. Nos universités ne sont pas bien équipées pour des études marines. Il faut qu'on le dise. Nous avons quelques structures, mais en réalité, l'équipement qu'il faut. Vous savez, quand on doit étudier les fonds marins, il faut un matériel logistique moderne, sophistiqué, approprié. Il faut des laboratoires outillés en équipement moderne. Il faut des centres de formation spécialisés. Mais malheureusement, ce que nous donnons à l'université comme formation, ce n'est pas encore ce que nous voulons. Alors, on donne des connaissances théoriques aux étudiants. Il faut la pratique. On va sur la côte, on leur montre les différents types de vagues, comment se comporte chaque vague, comment se comporte la dérive littorale, c'est bien. Mais il faudrait aller au fond des mers pour pouvoir cartographier tous les paysages sous-marins. Quand je parle de paysages, nous avons la faune et la flore et toute la morphologie sous-marine. Malheureusement, on n'a pas ces moyens. Alors, quand je prends notre université, le seul centre, à ce que je sache aujourd'hui, est le centre de gestion intégrée du littoral et de l'environnement, c'est Gilles, qui est géré par le département de géographie et qui s'occupe beaucoup plus des questions de l'érosion. Mais ce centre aujourd'hui est dans un état de délabrement, très mal équipé, presque à l'abandon. Il y a le potentiel intellectuel, certes, mais il n'y a pas les équipements appropriés pour faire ce genre de travail. Et là, je m'aligne sur ce que vient de dire mon collègue. Il faut alors des synergies dans la sous-région pour faire face à ce défi. Alors, maintenant, pour venir à votre question,
C'est de voir est-ce qu'il y a des prédispositions qui puissent motiver davantage les chercheurs. Oui, je pense que oui. Le fait même de fêter la journée des océans, c'est déjà une prédisposition, c'est déjà une motivation. Le fait que l'ONU, dans son axe 14, dans sa cible 14, l'a consacré exclusivement à la recherche marine, c'est déjà une prédisposition. Alors, quand on revient chez nous au Togo, eh bien, notre pays s'est doté d'une stratégie maritime, dénommée la stratégie nationale pour la mer et le littoral, et qui consacre son axe 4 à la recherche scientifique et à la sensibilisation pour une meilleure connaissance de son milieu maritime et marin. Ça, c'est déjà un atout, c'est une prédisposition. Mais il faut aller loin. Même le PND qui a été mis en place, qui est mis en place par le gouvernement et qui projette faire du Togo d'ici 2030 un pays émergent. Dans le PND, le gouvernement a prévu dans ce plan, dans le premier axe, le directeur l'a dit tout à l'heure, le premier axe qui veut faire du Togo un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires. Et cela suppose qu'il faut maîtriser le milieu maritime et marin avant de pouvoir réaliser un tel objectif. Ça, c'est déjà une prédisposition. Mais le grand atout qui doit pouvoir motiver demain les chercheurs à aller en ce sens, c'est la politique nationale de recherche et de l'innovation, la PNRI. La PNRI est déjà élaborée par la direction de la recherche scientifique et technique sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Mais actuellement, cette politique, elle est déjà validée au niveau des acteurs sectoriels. Mais il reste à ce que le gouvernement la valide et qu'elle soit adoptée par l'Assemblée nationale et mise en application. Lorsque la PNRI sera adoptée et mise en application, je vous le dis, il y a là toutes les prédispositions, parce que cette politique contient tous les instruments, tous les outils qui sont de nature à inciter les chercheurs à aller dans le sens de la recherche marine et bien d'autres secteurs. Il est prévu de moderniser les dispositifs de recherche dans cette politique. Il est prévu, par exemple, de créer une agence de valorisation des résultats de recherche. Ça doit motiver beaucoup les chercheurs. Il est prévu d'adopter et de mettre en application le statut particulier des chercheurs et des enseignants-chercheurs. Et de renforcer la coordination nationale de la recherche. Vous voyez des éléments qui sont là, et qui peuvent vraiment aider, contribuer, inciter, motiver, vous voyez, les chercheurs. Bien sûr, pas seulement dans le domaine marin, de façon générale, et spécifiquement dans le cas du milieu marin. Du milieu marin, vu que nous parlons du monde marin sur ce plateau. Merci beaucoup, docteur Banassim. Alors, monsieur le directeur, nous avons écouté, disons, les deux universitaires parler et j'espère que peut-être l'idée viendra de créer une sorte de partenariat. Bon, les avoir déjà sur le même plateau que vous, sûrement que ça donnera des idées pour la création d'une synergie pour pouvoir permettre aux résultats des recherches des universitaires d'être exploitables par l'État. Je ne veux pas vous couper la parole. Oui. Ce partenariat dynamique, il est prévu dans la politique nationale de recherche. Et je le dis et je répète, nous prions que d'ici peu, cette politique soit adoptée pour que le Togo dispose désormais d'un outil de ce genre. Parce que, je vous l'ai dit, jusqu'à ce jour, le Togo ne dispose pas. Nous sommes un peu pratiquement les derniers dans la sous-région. Et lorsque cette politique sera adoptée, il est prévu tous ces aspects-là, un partenariat dynamique entre secteur privé, public, tout ça, afin de pouvoir booster la recherche. D'accord. Oui. Merci beaucoup, docteur. Alors, monsieur le directeur. Oui, merci.
Madame Anita, je comprends l'émotion Oui. du professeur et nous partageons la même émotion et les mêmes sentiments que lui et que le monde de la recherche. Et par rapport à votre question, effectivement, avant d'en venir d'ailleurs à votre question, j'aimerais relever deux éléments qui devraient contribuer donc aux politiques, n'est-ce pas? Oui. Il y a les questions de stabilité et de sécurité, qui sont des éléments, des fondamentaux pour la recherche, parce qu'on ne peut pas faire la recherche dans l'insécurité et dans l'instabilité politique, etc. La preuve aujourd'hui, l'insécurité sanitaire nous met dans des situations particulières où le développement économique est arrêté à tous les niveaux. Donc ça, c'est un élément fondamental, c'est des fondamentaux pour pouvoir poursuivre tout développement et particulièrement la recherche. Nous avons le deuxième élément, ou peut-être, oui, le deuxième élément, c'est la formation et la mobilité. Ça, c'est aussi un élément très important et qui à prendre en compte dans le monde de la recherche, parce que les connaissances doivent être partagées entre les universités, entre le monde des chercheurs, et donc ça aussi, c'est des éléments très importants à développer. Il y a aussi que la recherche doit pouvoir nourrir la politique. Donc il faut une politique probante qui s'appuie sur des éléments de preuve, sur des éléments concrets. Donc c'est à partir de là que les politiques telles que vient de l'énoncer le professeur, que les politiques seront des politiques pragmatiques, n'est-ce pas, à la disposition de la recherche et de l'innovation. Donc pour en venir à votre question, je crois que nous avons déjà, au niveau du ministère des Transports, nous avons déjà pris langue avec les universités du Togo. Monsieur Seignac Beto, ici présent, en est témoin. Nous avons tenu des réunions formelles ou informelles entre 2018 et 2019 pour essayer de créer un cadre de coopération et de collaboration entre les affaires maritimes et l'Université de Lomé, dont l'interlocuteur direct de la direction était la direction, ou bien est la direction de la coopération. Ceci pour faciliter donc la mise en place d'un centre, d'un cadre de recherche et de formation sur le milieu marin et sur les questions océanographiques. Bon, cette question est allée sur le plan institutionnel assez vite parce qu'aujourd'hui, il y a un comité scientifique qui a été mis en place sous l'impulsion du ministère des Transports et du Haut Conseil pour la mer pour essayer de mener rapidement des réflexions dans le sens de mettre ensemble l'université et le monde professionnel pour essayer de booster la recherche et l'innovation. Donc, le monde professionnel qui, pour moi, doit être les apporteurs de moyens, les apporteurs, les facilitateurs des actions institutionnelles et le monde universitaire pour développer les connaissances et les procédés de recherche en impliquant les apprenants. Donc voilà un peu, ce cadre est encore en balbutiement, si je peux le dire, mais la réflexion est née et elle se poursuit. J'espère qu'elle ira très vite également. Alors, professeur Seignac Beto, on a parlé un peu de l'apport du monde universitaire, mais moi, je m'en vais vous demander si, selon vous, vous pensiez que d'autres acteurs peuvent contribuer également à, disons, cette sauvegarde ou cette préservation des océans. Je vais parler des organisations de la société civile ou de la communauté portuaire, par exemple. Quel apport ces deux entités peuvent, on va faire un peu de les apporter, quelles sont leurs contributions à cette préservation des océans? Madame, merci beaucoup. D'abord, je dirais que avant d'être université, j'ai été d'abord un produit de la société civile. J'ai longtemps travaillé sur le suivi des tortues de mer, des mammifères marins. En étant maintenant universitaire, je travaille avec le secteur de la pêche parce que c'est ma thématique, je suis zoologiste. Donc, je travaille sur les questions de la pêche maintenant. Et avec le collègue Bakay, on a participé maintenant au niveau national, régional, maintenant international, puisque on participe à la rédaction du rapport mondial sur l'état des mers, des océans,
surtout l'état environnemental. Donc la contribution des acteurs, si je reviens à votre question, la contribution des acteurs de la société civile est très importante parce que souvent il y a des dispositions qui est difficile à être mises en place par la recherche. Par exemple, c'est plus facile avec les sociétés civiles de mettre un certain nombre de réseaux d'acteurs, du travail avec les pêcheurs pour mettre en place des réseaux d'acteurs, c'est-à-dire les éco-guides, qui vont vous aider à collecter régulièrement les données à la fois sur la pêche, les tortues, les mammifères marins, tout ce que vous voulez. C'est plus facile à travers une société civile que de vouloir mettre les étudiants, parce que les étudiants, c'est à l'université, vous ne pouvez pas les déplacer, mais à travers l'ONG, c'est plus facile de mobiliser les acteurs locaux, c'est-à-dire la communauté des pêcheurs côtiers, les femmes qui travaillent sur les poissons, tout ça là. C'est plus facile de les atteindre à travers une société civile. Donc la contribution du monde des sociétés civiles pour la gestion du milieu marin, y compris les questions de pollution, est très, très important. Il y a beaucoup d'autres acteurs. Pour moi, je travaille dans l'association, je continue pas à travailler avec eux, même si je ne suis pas le premier responsable aujourd'hui, sur le suivi de l'association togolaise pour la conservation de la nature, mais il y a aussi d'autres en pro qui travaillent sur la gestion des déchets. Il y a Capro qui est un des collègues aussi qui travaille sur les questions de pollution marine. Donc la société civile est très, très active aujourd'hui au Togo comme au niveau régional pour participer à la gestion de l'environnement marin côtier. Et c'est dans ce cadre-là que aussi les acteurs portuaires, puisque les acteurs portuaires aussi participent beaucoup, puisque nous avons des partenariats avec eux. Par exemple, actuellement, dans le cadre du programme de suivi des tortues marines, il y a l'entreprise LCT qui participe beaucoup avec des appuis financiers ponctuels pour faciliter le maintien du réseau des acteurs locaux pour la protection des tortues marines ou les mammifères marins. Il y a aussi, maintenant, avec nos résultats, il y a Scan Togo qui s'est joint aussi à cette initiative maintenant. Je pense que petit à petit, le secteur privé portuaire vont se mobiliser davantage. Et on est en discussion avec Cluster Maritime aussi pour qu'il y ait un ensemble d'éléments qui supportent cette initiative au niveau local. Maintenant, au niveau régional, on travaille avec des organisations comme l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il y a WWF et puis il y a aussi Wetland International qui sont des acteurs qui contribuent à appuyer soit pour la pêche, ou soit pour la gestion des mangroves, ou soit pour la question des pollutions marines. Donc, c'est cette synergie qui a été mise en place dans le cadre des politiques de l'environnement ou de stratégie nationale du littoral de la mer. Donc, ce sont des outils politiques qui permettent de faciliter l'intervention de l'ensemble des acteurs pour qu'il y ait cette coordination. Je pense que la question de la recherche, la coordination de la recherche dont mon collègue a évoqué est très importante parce que, bien sûr, il y a le monde de la recherche, mais d'autres mondes qui font des travaux qui sont à capitaliser pour aider à mieux gérer le milieu marin et côtier. Oui. Merci beaucoup, professeur. Alors, monsieur le directeur, vu, disons, ces personnes ou ces acteurs ont de la contribution, apportent leur contribution à cette cause-là, mais est-ce qu'il arrive également que ces acteurs vous soumettent des doléances et des attentes? Absolument. Nous sommes en contact avec les acteurs. Par exemple, quand nous prenons la communauté des pêcheurs, nous sommes en relation de travail avec eux parce que c'est nous qui matriculons leurs pirogues. Mais au-delà de ça, ils ont des célébrations annuelles qu'ils font et ils s'adressent à nous pour intervenir à l'occasion. Et réciproquement, nous organisons des moments de sensibilisation
sur les questions de sécurité, parce que leur approche des navires commerciaux engendre parfois des craintes. Nous entretenons des temps de sensibilisation et d'information à leur endroit. Et donc, c'est une relation vraiment de partage et de réciprocité que nous entretenons. Par rapport aux doléances, effectivement, il y a des doléances qui visent plutôt à contribuer à améliorer leurs conditions de travail. Et donc, par rapport à cela, le ministère de l'Agriculture, à travers la direction des pêches, leur apporte des connaissances sur les techniques de pêche durable, n'est-ce pas, et des techniques et les nouvelles informations sur les moyens de pêche les plus acceptés à travers le monde entier, donc pour pouvoir améliorer leur trappe. Donc, il y a aussi les questions environnementales. Bon, nous interagissons moins avec les ONG, les associations qui sont dans le domaine de l'environnement, mais nous les voyons quand même agir avec le ministère de l'Environnement pour la préservation de la côte en ce qui concerne le prélèvement de sable marin et aussi en ce qui concerne les autres activités qui dégradent notre côte et qui entraînent l'érosion côtière. Nous restons toujours ouverts à eux et à leurs doléances, et dans la mesure de nos possibilités, nous allons y contribuer. Et ce qui me préoccupe en tant que directeur des affaires maritimes sur ces questions-là, c'est d'arriver à maîtriser les statistiques sur les ressources halieutiques dont nous disposons dans nos eaux. C'est un élément très important. Et je ne sais par quel moyen ça peut se passer. Peut-être c'est la FAO qui peut y contribuer. Peut-être c'est une autre ONG parce qu'ils ont quand même cette facilité à pouvoir le faire. Il faut quand même qu'on maîtrise les ressources dont on dispose en termes de quantité et d'espèces existantes. Il y a eu des études par le passé, mais c'est de très vieilles études et il va falloir les actualiser. Il y a aussi un autre phénomène qui est la pêche INN. La pêche INN qui est pratiquée non pas par nos pauvres pêcheurs, qui n'ont que des moyens très modestes, mais par des étrangers qui le font au large. Et donc, par rapport à cela, il est important que les autorités du secteur des pêches ou du contrôle de la côte puissent disposer des moyens de collecte des preuves en temps réel. Lorsqu'un navire est soupçonné de pratiques de pêche illégale, il faut qu'on arrive à le démontrer avant d'y arriver. C'est-à-dire que les captures de preuves à distance doivent être à notre portée. Par exemple, les drones qui font une patrouille régulière sans inquiéter qui que ce soit, mais qui peuvent apporter des images pour prouver qu'à une heure, à un temps T, il y a eu tel navire qui était en train de pratiquer la pêche alors que sa mission était plutôt une mission de prospection ou de commerce ou qui était juste de passage. Donc, c'est des éléments importants pour pouvoir préserver nos ressources qui, malheureusement, aujourd'hui, ne profitent pas assez à notre pays. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Je vais revenir tout à l'heure, monsieur le directeur, je reviens tout à l'heure à vous. Alors, pour ça, c'est Agbetor. Est-ce que, on a compris que vous étiez dans les organisations, les associations de la société civile avant d'être, disons, dans le monde universitaire. Donc, vous êtes sur les deux bords, on va dire, à entendre ce que le directeur a dit. Est-ce que, à votre niveau, vous avez toujours des attentes, vous avez des espérances du côté disons, des autorités en charge du secteur marin? Oui, bon, si je dois, madame, vous m'excusez, reprendre à peu près ce que le directeur a bien complété. Les trois phénomènes majeurs auxquels nous sommes confrontés dans le secteur marin et côtier, au Togo et en Afrique de l'Ouest, le premier, c'est la pêche INN, c'est-à-dire la pêche non réglementée, non déclarée. Il faut définir la pêche non réglementée, non déclarée. Parce que aujourd'hui même, il y a des rapports qui sont publiés au niveau mondial
et qui donne l'alerte sur la façon dont les ressources halieutiques marines, les ressources halieutiques en Afrique de l'Ouest est exploitées, non pas par les Africains, mais par des bateaux étrangers. Et si vous voyez le nombre de bateaux qui est publié actuellement en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, et la quantité de poissons exploités annuellement, c'est pas très bien. Le problème fondamental, c'est que le milieu marin, c'est un écosystème ouvert. Et puis, c'est un écosystème partagé. Et il faut qu'il y ait une coordination régionale. Parce que le Togo ne peut pas décider de dire que je vais faire cette lutte-là. Parce que le directeur dit qu'on peut utiliser le drone. Quand vous voyez le bateau avec un drone au Togo, jusqu'à ce que vous alertez que les patrouilleurs arrivent, ils sont peut-être déjà au Bénin ou au Ghana. Donc voilà la complexité du problème auquel nous sommes confrontés. Le deuxième problème, c'est les pollutions. Oui. Les pollutions, ça, il faut quand même qu'il y ait... Ça aussi, ça doit être une solution globale. C'est pas... Parce que la solution doit être réfléchie au niveau peut-être du Golfe du Guinée. Parce qu'il faut que ça implique tous les acteurs ou tous les pays de l'ensemble du Golfe du Guinée, parce que c'est les mêmes phénomènes océaniques qui se manifestent dans cet espace-là. Et un pays ne peut pas décider, il faut que ce soit une action collégiale. Oui. Et le troisième phénomène majeur, c'est les changements climatiques, qui augmentent aussi davantage la vulnérabilité des espaces marins et côtiers, qui augmente le phénomène d'érosion côtière. Et puis, ce changement climatique est exacerbé par maintenant des activités anthropiques, c'est-à-dire la construction des grandes infrastructures, c'est-à-dire les barrages, les terminaux portuaires, et chaque État veut avoir son terminal, alors que nous avons peut-être 50 km de côte ou bien à peine. Et donc, voilà, ces phénomènes augmentent les impacts au niveau de l'espace marin et côtier, et ça pose un grand problème de la gouvernance maritime. Et ça, ce n'est pas mon sujet, c'est le sujet du directeur. Oui. Je ne vais pas l'aborder. Je sais qu'il prend bonne note. Alors, directeur, pour revenir à vous et pour revenir justement à ce qui nous réunit sur ce plateau, la journée du 8 juin. Alors, quelles sont nous sommes déjà dans la journée, on va dire que la journée est presque finie, mais est-ce que des activités sont organisées et seront organisées dans le cadre de cette célébration? Merci, madame. Et nous avons bien voulu faire plus que ce que nous sommes en train de faire. Mais comme vous le savez bien, et je l'avais dit au départ et au passage lors de mes interventions, pour dire que la recherche, la croissance économique et tout le reste ont besoin de la stabilité et de la sécurité. Mais nous vivons une situation particulière d'insécurité sanitaire qui a donc limité notre ambition de célébrer au-delà de ce que nous sommes en train de faire. C'est pour dire que la célébration cette année, du fait de la pandémie liée à la COVID-19, va être limitée essentiellement à la sensibilisation. Sensibilisation sur les médias publics et privés. Ce matin, ça a été fait par les autres collègues. Et ce soir, nous sommes chez vous. Merci de nous accueillir. Merci de contribuer efficacement donc à cette propagation de l'information et de la sensibilisation sur la recherche scientifique marine. Donc voilà pour me résumer, année, juste la sensibilisation. La célébration est sobre. Inch'Allah, l'année prochaine, on fera mieux. D'accord. Merci. Alors, Monsieur Cedro, je reviens à vous. Dites-nous, c'est vrai que la célébration est, disons, sobre et tout, mais qui est concerné par cette journée? Quand on dit Journée mondiale des océans, bon, est-ce que ce sont les gens du secteur marin qui se retrouvent pour célébrer la journée? C'est bon? Comment ça se fait? Non, comme je le disais au début, les océans présentent une importance pour chacun de nous. Et
Avant l'ouverture du débat, je discutais effectivement avec le professeur Senya Goutor et il faisait remarquer que tout ce que nous avons dans cette salle, on peut le relier d'une manière ou d'une autre à la mer. À la mer. À la mer parce que il y a des objets qui ont transité par les océans dans le cadre des échanges commerciaux. Donc c'est une journée qui concerne tout le monde. C'est une célébration qui concerne tout le monde. Donc ça concerne en premier lieu les acteurs maritimes et portuaires, mais également le monde universitaire, les étudiants, les organisations de la société civile. Donc, bref, tout le monde se retrouve dans cette journée. Et tout le monde célèbre la journée Voilà. des océans. Alors, tout à l'heure, le directeur l'a évoqué, avec cette crise que nous traversons, la célébration est quelque peu, disons, réduite, on va dire. Mais dites-nous, la situation est ressentie un peu partout. Au niveau du secteur maritime, quelles sont les actions, quelles sont les dispositions prises à votre niveau pour peut-être préserver les acteurs du secteur marin de cette pandémie-là? D'accord. Donc, il faut noter que juste au déclenchement de cette pandémie, le gouvernement togolais a émis des mesures que toute la population doit respecter. Donc, nous ne sommes pas restés en marge de cela au niveau portuaire. Donc, au niveau de l'accès au port, nous avons institué les mesures barrières recommandées, notamment le lavage de mains, l'utilisation de gel hydroalcoolique, le port obligatoire de bavettes, etc. Donc, le port est allé encore plus loin en créant un centre d'isolement destiné à accueillir d'éventuels cas suspects avant de les évacuer plus tard vers des centres de traitement appropriés. Donc voilà les mesures que nous avons prises au niveau de l'accès terre au port. Maintenant, il faut parler aussi de côté mer, l'accueil des navires. Donc, je veux rappeler que avant la pandémie, de façon générale, avant qu'un navire n'entre dans le port, si tout l'équipage est en bonne santé, le commandant fait arborer le pavillon que nous appelons pavillon Québec du Code international des signaux. C'est un pavillon jaune pour dire mon navire est en bonne santé, tout le monde est en bonne santé, je demande la libre pratique. Et donc, on lui donne accès, on l'accoste au port et quand il est accosté, les agents de santé du port montent d'abord à bord, vérifient les carnets de vaccination, les documents relatifs à la santé de l'équipage, etc., avant que qui que ce soit ne puisse accéder au navire pour des raisons de santé. Alors, avec l'avènement du Covid-19, nous avons renforcé les mesures. Et donc, avant qu'un navire ne puisse faire escale au port de Lomé ou même rentrer dans les eaux territoriales, nous demandons un certain nombre de documents, notamment les 10 derniers ports d'escale, pour voir si le navire n'est pas entre-temps passé par un pays touché. Et nous demandons aussi l'historique des endroits fréquentés par l'équipage avant l'embarquement ou même pendant l'embarquement à bord du navire en question. Donc, tous ces documents sont envoyés au port et avec les services appropriés à la préfecture maritime, etc. Ces documents sont passés au peigne fin pour pouvoir déceler des cas suspects éventuels. Je voudrais rappeler également qu'on soumet les navires à un questionnaire relatif aux symptômes du Covid-19 pour détecter s'il y a éventuellement un membre d'équipage qui présente des symptômes suspects. Alors, une fois que les documents sont étudiés, donc on peut sélectionner des navires à pouvoir accéder au port, mais toujours avec le contrôle de la santé. Mais au besoin également, des agents de santé peuvent aller sur les navires en rade avant même qu'ils ne puissent accéder au port.
Donc, les agents de santé vont en rade, montent sur le navire, désinfectent le navire au besoin avant qu'ils ne puissent avoir l'autorisation d'accoster au port de Lomé. Donc, voilà en quelque sorte. Disons que la vie a quelque peu changé, mais Exactement. pour le bien des acteurs du secteur maritime. Alors, monsieur le directeur, bon, on a découvert un peu les dispositions qui sont prises, mais moi, je voudrais soulever un aspect avant qu'on ne termine cette émission spéciale. C'est vrai que depuis, disons, le sommet sur la sécurité maritime au Togo, disons que tout le monde a connu l'économie bleue. On a redécouvert un peu plus le secteur maritime. Alors dites-nous, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé au niveau du patrimoine maritime, dans la gestion du patrimoine maritime depuis ce sommet international sur la sécurité maritime? Merci, madame. Qu'est-ce qui a changé? Le changement peut être perceptible ou non. Mais la première chose, permettez-moi de le rappeler, c'est l'adoption de la charte de Lomé. Oui. C'est un élément très important et beaucoup se questionnent à quand l'entrée en vigueur. Mais écoutez, l'entrée en vigueur d'un test international se fait en son temps. Et vous savez, beaucoup d'États ont des intérêts maritimes divergents ou parfois convergents ou opposés. Et donc, la charte de Lomé avait cette particularité d'ajouter à la question de sécurité les questions de développement. Et ces questions de développement prennent en compte d'autres aspects qui, pendant longtemps, étaient oubliés, comme les aspects liés à la délimitation des frontières maritimes, qui reste un enjeu entre les États voisins. Quand vous prenez la côte ouest atlantique, chaque État limitrophe a un enjeu de délimitation avec son voisin. Et ces questions ne sont pas encore réglées. Et donc, comment un État peut-il se presser à demander la ratification d'une charte alors que dans le concret, dans le fond, il y a des choses à régler entre États voisins? Donc voilà un peu les éléments qui font traîner. Mais de façon globale, c'est un enjeu mondial de délimiter les frontières maritimes entre États limitrophes. Et donc, la charte va connaître son entrée en vigueur dès que le moment sera venu. Mais ce qui est important, c'est que cette charte est évoquée toutefois dans les rencontres internationales où certains sujets sont relevés à partir de la charte. Ça, c'est un avantage, c'est un gain pour notre pays, pour l'image de notre pays. Mais d'un autre côté, ça a permis un autre rayonnement de notre pays, c'est-à-dire que ça confirmait le caractère d'État côtier avec sa petite côte de 54 km. En abritant ce sommet, ça a relevé cette autorité du Togo en tant qu'État maritime. Ça, c'est un élément important et ceci se constate par l'attrait que cela suscite auprès des opérateurs économiques du secteur maritime et aussi les questions de sécurité de notre côte qui font que beaucoup de navires cherchent à s'abriter chez nous avant de continuer leur chemin. Voilà ce que tout ceci a apporté. C'est pourquoi je dis que ça peut être perceptible ou non. Voilà ce que je peux dire. Mais aujourd'hui, au niveau de l'Union africaine, puisqu'il s'agit de la charte de l'Union africaine, je peux vous dire que les différentes annexes ont été, je crois, rédigées. Donc, il y a donc le processus qui permet de les adopter de façon globale pour que ça soit encore efficace en vue d'une ratification. Donc, voilà un peu ce que la charte a donné. Nous vivons de la charte, nous l'examinons, nous l'évoquons lors de grandes réunions, ne serait-ce que pour rappeler que tel ou tel pays l'a toutefois adopté. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci, chers invités, d'être passés dans cette émission spéciale pour parler de la Journée mondiale des océans qui est célébrée ce jour, ce 8 juin. On a donc compris l'importance
des océans, de ces étendues d'eau dans notre vie de tous les jours, dans notre économie, disons, dans notre vie de tous les jours. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. On a donc compris que les océans nous font du bien. À notre tour, nous devons également leur faire du bien. Bonne journée mondiale des océans à toutes et à tous et bonne suite de nos programmes. Au revoir.